Merci pour cette première partie. On va aller rapidement dans la deuxième partie de ce live avec notre invité, M. Ditry. Et j'espère qu'il est en ligne ou il va rentrer en studio. Oui, mais dans les commentaires. Mais je vous dis la vérité. Moi j'ai vu des militaires qui chassaient les souris et qui chassaient les chauves-souris pour leur patron. Ceux qui chassaient les souris, comment appelle-t-on, à l'aéroport de Lomé et les rats, ils sont venus me voir à la rédaction. Quand j'avais dénoncé ça à la radio, le patron a arrêté. C'est une habitude dans les casernes. Le chef, quand il dispose des éléments comme ces éléments, il les envoie aller faire des courses pour leurs femmes, amener leurs enfants à l'école, nettoyer la voiture. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Une armée. Une armée. Donc, vous venez à la caserne le matin, on fait le rassemblement, et puis après, vous allez au champ. Même les militaires à Lomé, ils allaient au champ de Badanyaki. Vous savez qu'au camp hérité là-bas, il y a un grand champ qui appartient à Badanyaki. C'est les militaires qui cultivent pour eux là-bas. Là où vous avez les sièges de l'OTR et les nouveaux ministères de l'éducation, là, en allant vers GTA, là, en allant vers la nouvelle présidence, c'est les militaires qui cultivaient là-bas. Ils cultivaient pour les patrons. Ils cultivaient pour leur chef-corps, ils cultivaient pour la famille Nyassingbe. C'est eux qui cultivaient là-bas. C'est les militaires. Puisqu'ils ont choisi d'être des esclaves de Nyassingbe, de père en fils, les militaires togolais. Donc, on les envoie au champ. Puisqu'on leur a fait comprendre que c'est Yadema qui a créé l'armée. L'armée appartient à la famille Nyassingbe. Quand tu rentres dans l'armée, c'est une grâce, c'est une faveur des Nyassingbe. Donc, vous devez être à la disposition des Nyassingbe, exclusivement. Donc, si on vous envoie dans les champs du patron, vous allez dans les champs du patron. Et il y en a aussi plein dans les champs de faux Nyassingbe. Et la Vagnon, à Gou, il y a aussi un champ de faux Nyassingbe à Belouvé là-bas. Dans la zone d'Agbelouvé, il y a à Belouvé là-bas, il y a un village là-bas qu'on appelle Fort Copé. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans la zone d'Agbelouvé là-bas, il y a un truc là-bas qu'on appelle Fort Copé. Et il y a des champs là-bas. Ils sont là-bas dans les champs pour les Nyassingbe. Donc le gars me dit, lui c'est le champ que lui l'a fui. Et il est venu dans l'armée. Et le champ le retrouve dans l'armée. Ah mais c'est ça. Allez, mon frère. Bonjour mon frère Ferdinand, comment vas-tu? Quelqu'un dit, ils pillent le foufou pour les femmes de leurs officiers. C'est leur problème. Ils pillent le foufou, ils achètent le pain. C'est leur problème. C'est grave, c'est grave. C'est leur problème. Ça, c'est l'armée, ça. La situation est vraiment déplorable, hein. Vraiment pour l'armée. Et tout ce que Madame Nyakadé a pu leur apporter, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un sursaut d'orgueil, un sursaut pour sauver cette dame-là. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu la voix? On vous entend très mal. Ah, d'accord. Ok, alors je vais augmenter rapidement. Alors, on va rapidement parler de deux sujets majeurs que j'avais laissés en suspens pour vous. C'est le sujet des phosphates, parce qu'on est tombé sur des documents qu'on a analysés ces derniers temps, le sujet du trafic de la contrebande de l'or vers les pays comme Dubaï. Et donc, ces documents-là, nous les avons récupérés, on les a analysés depuis 2 semaines. On a découvert énormément de choses sur l'or, sur les phosphates. Et avant que Ditry ne prenne la parole pour qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous ai toujours dit que Faure, c'est le plus anti-patriote des Togolais que je n'ai jamais connu. D'ailleurs, il sera devant le Congrès mardi. Mardi, Faure sera devant le Congrès. J'espère que les députés qui sont dans l'opposition vont l'interpeller. Mardi, le mardi là, il a annoncé que Faure sera devant le Congrès. Je ne sais pas si c'est pour présenter son programme ou je ne sais pas si c'est pour dire quoi, mais qui sera devant le Congrès. Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Donc, le mardi, Faure sera devant le Congrès et j'espère qu'il nous donnera des explications sur la destination de certains fonds et les ressources de certains minerais qui disparaissent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un, pour le pouvoir, il vend les bijoux de famille aux étrangers. En 2007, Faure rencontre Sarkozy en marge du sommet Union européenne-Afrique à Lisbonne. Et Sarkozy lui dit, au détour d'une discussion, il lui dit, quand on aime la France, il faut penser aux intérêts français. Faisant allusion au problème qu'il y avait entre Bolloré et Dupuy-Doby. Faure rentra au Togo, à l'approche des élections de 2010, il fait virer Dupuy-Doby, que la famille Gnassingbé a utilisé depuis des années contre Bolloré,
Ils ramènent Bolloré dans ses droits et ils chassent du Puy-Dobi et ils remettent le port à Bolloré pour la construction du 3e quai. Et Bolloré arrive, et c'est ça qui crée d'ailleurs des ennuis à Bolloré aujourd'hui, parce qu'en 2010, Bolloré, selon la justice française, finance la campagne de Faure et celle d'Alpha Condé. Donc, il cède le port à Bolloré pour garder le pouvoir, le 2e mandat, donc le mandat de 2010. En 2015, qu'est-ce qu'il a cédé? En 2015, je pense qu'en 2015, il a cédé, je ne sais pas quel secteur stratégique, pour passer le mandat de 2015. En 2020, il privatise, il cède une partie des télécommunications, toujours à un groupe bizarre, dans lequel il y a des relais jusque là où vous savez. Et donc, il passe le 3e mandat. Et donc maintenant, après 2020, 2025, maintenant, il va vers Poutine et il dit à Poutine, j'ouvre le port de Lomé à toutes tes activités, civiles comme militaires. Et que, bon, les deux pays, les deux dirigeants ont consenti que ce soit la Russie ou le Togo, les deux pays vont utiliser leurs ports respectifs pour des actions militaires. Le Togo a des navires pour aller utiliser dans les ports russes. Le Togo a des navires militaires qui vont aller jusque dans un port russe. Si oui, dites-moi là. Le Togo a des navires qui vont aller dans un port en Russie. Des navires militaires. Puis c'est ce qu'ils disent, que les deux pays se sont entendus pour mettre à disposition de leur armée des navires qui vont faire le tour respectivement. Nous avons des navires. En d'autres termes, c'est Poutine qui va utiliser notre port. Nous, on ne peut pas envoyer des navires là-bas. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, il expose notre pays à tous les dangers, juste pour préserver son pouvoir, avec cette question de l'uranium, qui probablement va passer par le port de Lomé, avec tous les risques sécuritaires que cela pose aux citoyens et aux Togolais. Lui, il s'en fout. Donc, dans ce que nous allons vous présenter là, on va voir comment ce que les phosphates ont généré. On a retrouvé ces informations auprès d'organisations indépendantes qui font une base de données de tout le flux commercial mondial. Donc, des bases de données assez fiables qu'on a récupérées et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonne arrivée, mon cher Ditri. Bonne arrivée, cher Ferdinand. Cette fois-ci, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bon. D'accord, parfait. Donc, comme tu l'as dit, on va commencer, on va analyser aujourd'hui donc deux ressources clés de notre pays, c'est-à-dire les phosphates et l'or. Et d'entrée, je peux dire que l'or, beaucoup de personnes ne savent pas que le Togo exporte de l'or et encore à un niveau vraiment très élevé. Donc, on va vous révéler quelques informations aujourd'hui. Et nos amis qui sont sur TikTok n'écoutent pas. Ils n'entendent pas? Alors, ah là là, je vais devoir crier encore un peu. Ils n'ont pas le son parce que voilà, parce que le TikTok n'est pas dans le studio. Donc, alors là, c'est mieux. Là, ça devrait être mieux. J'ai augmenté le son du micro. Est-ce que c'est mieux? TikTok, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ils disent que c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon, ça va. D'accord. Ça va. Moi, j'ai déjà la tête qui chauffe avec ma grippe. Alors, effectivement, la tête va chauffer aujourd'hui un peu parce qu'on va parler de beaucoup de chiffres. Voilà, donc si la technique le permet, on va commencer donc par les phosphates, l'exploitation et l'exportation des phosphates. Oui. Voilà. On va beaucoup parler de chiffres et je vais essayer le plus possible de rendre ça le plus digestible possible à tout le monde. D'accord? Donc, on va parler. Vous pouvez monter aussi un peu la voix. Elle est toujours basse. Elle est toujours basse. Ah, là, d'accord. Ah, là, il va falloir que. Ok. Ce que je vais devoir faire, c'est ressortir et re-rentrer. Je vais sortir et remonter. Si ça vous dérange pas. Voilà, parce que là, la technique, si tu peux me descendre et me. Ah, d'accord. Donc, vas-y. Il semble que ça va. Vas-y. Ok, là, c'est bon. Là, c'est mieux. Ouais, ça, vas-y. D'accord, ça marche. Donc, on va parler des phosphates. Ouais. Donc, vous savez tous que le phosphate est le domaine privilégié de la SNPT, la Société nationale des phosphates du Togo, qui a quasiment le monopole de l'exploitation et de l'exportation de cette matière première. Si la technique peut mettre en grand déjà les premières images.
Voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc, la SNTP est une société qui exploite le phosphate togolais et qui est détenue à 100% par l'État togolais. C'est très important qu'on le dise. 100% de la société nationale des phosphates togolais est détenue par l'État togolais. Voilà, c'est ce qu'on remarque sur la deuxième image. Ça veut dire quoi 100%? Ça veut dire que normalement, l'État est le seul actionnaire de cette société-là. Et que quand cette société fait des bénéfices, l'État est le seul habilité à percevoir la totalité des bénéfices de cette société nationale. Voilà ce que ça veut dire. L'État est 100% actionnaire de la SNPT. Donc, la SNPT exploite et exporte essentiellement du phosphate carbonaté, une ressource stratégique pour notre économie. Et normalement, tout franc généré par cette entreprise publique devrait normalement contribuer directement au financement du budget national. Comme je l'expliquais tout à l'heure, étant donné que l'État est à 100% actionnaire de la SNPT, normalement, 100% des dividendes de la SNPT devaient normalement rentrer dans le budget national, dans la ligne recettes non fiscales et l'article dividendes. Voilà. Mais les chiffres de l'année 2022, là, on va essayer de s'attarder un peu sur la gestion 2022. La SNTP nous a déclaré avoir réalisé 157 milliards de francs CFA d'exportation de phosphate. D'accord? Et ce chiffre constitue donc la version officielle que la SNTP nous a déclaré au gouvernement. Cependant, lorsqu'on compare les données, on peut passer au second tableau, s'il vous plaît, technique. Voilà, donc là, vous voyez les chiffres que la SNPT a déclarés en 2022. 157 milliards de francs CFA. D'accord? C'est ce que la SNPT a déclaré avoir exporté de notre calcaire. D'accord? Ce calcaire appartient à tous les Togolais. Donc, normalement, ces 157 milliards de chiffre d'affaires, il doit y avoir une partie qui doit rentrer aux impôts et puis une partie qui doit normalement rentrer en tant que dividende directement dans les caisses de l'État. Donc, l'État doit normalement percevoir sur les 157 milliards là, une partie en tant qu'impôt, taxes et divers prélèvements obligatoires, mais également une partie en tant que dividende. OK? Maintenant, il se trouve que dans les données que nous avons recoupées d'autres organismes comme l'Observatoire de la complexité économique, c'est un observatoire de l'Institut de Massachusetts. Je pense que ouais, c'est cette organisation qui nous fournit aujourd'hui les données assez précises voilà. sur les transactions que le Togo fait avec les acheteurs. Et c'est une institution qui est née à l'université de MIT. MIT, exactement, l'université américaine. Tout le monde connaît le sérieux, la célébrité de cette université MIT. Et c'est une organisation qui compile les bases de données du commerce mondial. Et donc, qui ont véritablement des éléments précis sur ce que les pays font, importent ou exportent sur le plan international. Donc, c'est cette organisation qui est liée à MIT qui nous fournit ces éléments que nous voulons décrypter aujourd'hui. C'est sur ces documents que nous sommes tombés. Exactement. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le deuxième encadré, la SNPT nous a déclaré avoir fait exporter le phosphate vers l'Inde, la Bulgarie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'Inde étant notre principal client. D'accord? Je résume. Les pays auxquels le Togo vend principalement les phosphates, c'est l'Inde, c'est la Bulgarie, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande et parfois, c'est l'Afrique du Sud. Allons-y. Exactement. Donc, on peut passer au prochain tableau. Et quand on va consulter donc les données de l'observatoire là, de la complexité économique, c'est le prochain tableau. Voilà. Vous pouvez descendre un tout petit peu. Il faut baisser un tout petit peu. Voilà. Descendre un peu le plus grand. Voilà. Ça, c'est des données très importantes. Voilà.
Voilà. Et donc, ces données nous révèlent quoi? Que au lieu de 157 milliards que déclare la SNPT, en réalité, ceux vers qui elle dit avoir exporté ce phosphate, eux déclarent avoir payé ce phosphate pour un total de 232,3 milliards de francs CFA. Donc, on a un différentiel là déjà, avec cette première source de données, on a un différentiel de 74 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, il y a 74 milliards qui sont portés disparus. Qui sont portés disparus. Voilà. Donc, je résume en français facile. Voilà. Monsieur Ditry, il vous a présenté dans un premier temps ce que le Togo déclare avoir engrangé dans la vente des phosphates et ce que dit le rapport ITIE. Mais quand on consulte les données de ces experts de MIT qui, eux, ont questionné les acheteurs disent, au lieu de 154 ou 157 milliards que le Togo déclare, tous les acheteurs disent, nous avons acheté jusqu'à 232 milliards de francs CFA. Donc, il y a 74 milliards qui ont disparu quelque part. Voilà. Et on retrouve là bien les acheteurs qu'on a vus, qui ont été déclarés par la SNPT elle-même. On retrouve l'Inde, la Bulgarie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, principalement. Voilà. Donc, on les retrouve, l'Inde, la Bulgarie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Exactement. Donc, ça occasionne quelque part, selon nos calculs, un manque à gagner de plus de 10 milliards de francs CFA pour l'État. C'est-à-dire que les 74 milliards là qui ont disparu, s'ils avaient été normalement, réellement, enfin, bien perçus et encaissés par la caisse publique, normalement, elle devait normalement générer près de 10 milliards, 10,3 milliards d'impôts pour l'État. Impôts, taxes, bénéfices et dividendes compris. Voilà ce que nous avons pu estimer. Mais ce n'est pas fini. On est parti consulter aussi une autre base de données. Celle-ci, c'est la base de données de l'ONU. Donc, ONU Comtrade, donc c'est la Comtrade. Comtrade, voilà. C'est l'image suivante. C'est l'image suivante. Voilà. Donc, on va aller posément aujourd'hui pour que les gens comprennent bien. Donc, on n'a pas seulement consulté les données de l'OEC, donc qui est lié à MIT, qui a interrogé les acheteurs, mais on a consulté aussi les données de la Comtrade, qui est une organisation de l'ONU. Alors, la Comtrade, c'est la base de données de l'ONU, les Nations Unies, c'est quand même très sérieux, sur le commerce international, sur le commerce mondial. Donc, eux, ils recensent tous les flux, d'accord, et toutes les déclarations qui ont été faites. Donc, là, ce qu'ils nous déclarent, c'est que le Togo a exporté pour 206 milliards de francs CFA. Donc, eux nous révèlent, eux, pour leur part, une différence de 48 milliards de francs CFA. De 48 milliards. Voilà. Donc, avec les calculs, les petits rapprochements qu'on fait avec le rapport de l'ITIE, on estime qu'il y a un manque à gagner, que ça génère un manque à gagner de 6,7 milliards de francs CFA pour l'État togolais en termes d'impôts, taxes et bénéfices. Voilà à peu près. Donc, sur des deux sources que nous avons consultées, en dehors de la SNPT, nous avons vu qu'il y a un minimum d'écart de 48,8 milliards de francs CFA jusqu'à 74 milliards de francs CFA qui ont disparu dans l'exportation du phosphate. Voilà. En 2022. En 2022. Voilà. Normalement, la SNPT nous doit des explications pour ce différentiel-là. Ça, c'est un point. Maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, on s'est rendu compte que, toujours dans le rapport 2022, que la SNPT, malgré que ce soit une société d'État, n'a pas versé de dividendes, comme je vous l'ai dit au début, de dividendes à l'État, et ce depuis plusieurs années. Alors, les années qui ont été recensées, c'était 2021 et 2022. D'accord? Et on nous dit, alors qu'elle fait des bénéfices considérables, la SNPT ne reverse pas de dividendes, alors qu'elle est tenue à 100% par l'État. C'est-à-dire que l'État est l'associé, l'actionnaire unique de cette société. Donc, l'État est le seul à percevoir donc, des dividendes de la part de la SNPT. Et la Cour des comptes nous explique donc, nous expose le bénéfice
les bénéfices que la SNPT a fait en 2022. Elle nous dit qu'elle a fait un bénéfice de 15 milliards. Cette information est recoupée avec le rapport ITIE également. La SNPT déclare avoir payé un impôt de 5,2 milliards. Elle affirme également avoir fait des réinvestissements pour 44,6 milliards. Mais on retrouve dans sa trésorerie plus de 121 milliards. Alors, on estime que la Cour des comptes nous dit que cette trésorerie a doublé d'une année à l'autre. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, la SNPT a généré suffisamment de liquidités pour pouvoir renflouer sa trésorerie du double. Cependant, elle ne paie pas de dividendes à l'État. Elle ne paie pas tous les impôts qu'elle doit. Vous voyez? Donc, on estime que normalement, ce genre de choses, c'est de la rétention de liquidité. Parce que normalement, la trésorerie, elle sert à quoi? Si on va essayer d'expliquer aux gens. La trésorerie, elle sert en fait à permettre, elle sert à couvrir les dépenses courantes d'une entreprise. Par exemple, une entreprise qui fonctionne normalement au cours de l'année, avant d'arrêter ses comptes, elle a toujours besoin de sortir et de rentrer d'argent. D'accord? C'est ce qu'on appelle les besoins de fonds de roulement. OK? Donc, souvent, c'est pour payer les fournisseurs ou parfois subvenir à des imprévus, des choses comme ça. Mais il se trouve que quand la SNPT est partie consulter, d'accord, les états financiers de la SNPT, la dette fournisseur qui était, c'est-à-dire le vrai besoin de financement dont la SNPT avait besoin en 2022, était de 5 milliards. Ouais. 5 milliards. Or, on retrouve dans la trésorerie 121 milliards de liquidités. Ouais. Donc, il y a une vraie anomalie là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de 116 milliards de trop qui sont en liquide dans la trésorerie et dont on n'explique pas pourquoi c'est détenu dans la trésorerie et pas versé à l'État, ni à titre d'impôt, ni à titre de dividende. Donc là, vous allez voir sur le tableau qui est à l'image que ça, c'est un tableau de la Cour des comptes, hein, qui est issu du rapport de la Cour des comptes de 2024 sur l'exercice 2022. La Cour des comptes donc fait une rétrospective depuis 2021 jusqu'à 2022 et se rend compte qu'en 2022, en 2021, il n'y a pas eu de versement de dividendes. Et en 2022, la SNPT avait prévu de verser 3 milliards de francs CFA à l'État en termes de dividendes, mais au terme de l'année, elle n'a rien versé. 3 milliards, c'est très important. C'est une grosse... J'espère que les députés qui sont à l'Assemblée nationale interpelleront M. Faure Gnassingbé le mardi prochain quand il sera devant le Congrès. Puisqu'il passe devant le Congrès, ils vont lui demander les comptes sur la destination des milliards de la SNPT, donc des phosphates togolais qu'on exploite dans les zones qui sont relativement très pauvres, comme la zone de Vaughan, la zone de Thiévier, Paumé, tout ça, où les populations ont perdu leurs terres, et les phosphates qui sont gérés par les Israéliens exclusivement, avec un directeur général, M. Kézié, qui est à la retraite depuis plus de 5 ans et qui est payé à plus de 10 millions par mois, et avec des chefs de division qui sont à la retraite, mais qui sont encore réengagés, qui gagnent 6 millions, 7 millions, 8 millions par mois, alors que toute la zone d'exploitation des phosphates ressemble à une zone de guerre. Les gens ont perdu tous les dégâts sur le plan environnemental, ils ont perdu les terres, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a absolument rien dans cette zone-là, alors qu'il y a des milliards qui disparaissent et c'est Faure Gnassingbé seul qui est responsable de ce secteur-là. N'oubliez pas que j'avais fait un live où je vous avais dit Faure Gnassingbé est rentré dans cette histoire des phosphates depuis 2022. 2002, quand il a pris le ministère, le super ministère des mines, des postes et télécommunications, en lieu et place, je pense, de Andjo Chamdia ou quelque chose comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait une mainmise sur les phosphates. Et depuis, il gère les phosphates de façon totalement opaque. Et comme son père aussi le faisait, son père avait ses conseillers israéliens, donc Maurice Assor, qui était là, qui gérait aussi les phosphates. Et une des maisons dans laquelle Maurice Assor vivait
sur le boulevard du Mono là-bas, à côté du ministère de la Sécurité. Cette maison appartient aujourd'hui à Faure Gnassingbé. En face de là où il y a plein de restaurants sur la plage, c'est une des maisons de Faure Gnassingbé. Et dans Faure, il a aussi ces Israéliens qui sont les Ederi, qui gèrent en réalité les phosphates. Donc, il a concédé les phosphates aux Israéliens pour sa sécurité. Donc, c'est ça. Quand je vous dis que Faure, il est prêt à tout pour le pouvoir. Il donne le port à celui-ci, il donne les télécoms à celui-ci, il vend. C'est-à-dire, c'est le père de famille qui est là. S'il a un problème, il dit, bon, qu'est-ce que je n'ai pas encore vendu pour ma sécurité ou ma santé? Bon, j'ai des terrains ici, je vends. Il consulte personne. J'ai un champ ici, je vends. J'ai des bœufs ici, je vends. Il prend tout, il vend pour sa sécurité. Et donc, les phosphates, il les a cédés aux Israéliens pour sa sécurité. C'est pour ça que les recettes des phosphates n'ont pas de traçabilité au trésor ou dans le budget de la République. Ah, et pourtant, les phosphates génèrent des milliards et des milliards. Donc, tout cet argent disparaît au détriment du peuple togolais, au détriment de la région où les phosphates sont exploités, au détriment de l'ensemble des citoyens. C'est ça la réalité. C'est ce que les Togolais doivent comprendre en français terre à terre. C'est-à-dire que sous le magistère de Faure Gnassingbé, l'argent des phosphates disparaît mystérieusement. Allez-y, M. Ditry. Exactement, exactement. Et là, si vous pouvez, si la technique peut lever un peu l'image, passer, voilà, vous pouvez monter un tout petit peu, monter un peu. On va voir l'image en dessous complètement. La technique, est-ce que vous pouvez, voilà, monter encore un tout petit peu, encore un peu. Je voudrais bien montrer le décalage entre donc ce que la SNPT a déclaré donc à l'ITIE. Voilà ce que la SNPT a déclaré à l'ITIE en 2022. Donc l'argent est là. C'est-à-dire que dans la caisse, vous avez 121 milliards, mais également le détail de tous les bénéfices, voilà, qui a été déclaré à l'ITIE avec zéro dividende. L'argent est il y a 121 milliards dans la caisse. Qui contrôle ça? Exactement. Mais normalement, ça doit être le directeur de la société. Du moins, le directeur de la société doit être au courant de comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir autant d'argent sur un compte bancaire et que le directeur ne sache pas ce qui en est fait. Et ça, c'est un document de l'ITIE. C'est un document de l'ITIE. Ça, c'est un document. Voilà. Donc, 121 milliards logés dans une trésorerie, mais personne ne sait où l'argent est parti. C'est sur un compte bancaire. C'est sur un compte bancaire. Un compte bancaire. Le compte bancaire de la SNPT. Alors, la SNPT nous dit avoir fait, en plus de ça, 44 milliards de réinvestissement. Mais l'ITIE nous dit que ces investissements ne sont pas en ligne avec la politique de la SNPT. C'est-à-dire que les investissements qui ont été faits, qui disent avoir fait avec 44 milliards, ne correspondent en rien avec l'objet de la société. Donc ça aussi, c'est encore une autre déclaration très grave. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est le comptable, en tout cas, ou si c'est le directeur des affaires financières qui gère cela, en tout cas, quelqu'un là qui approuve les sorties d'argent pour les investissements et qui ne vérifie pas que les investissements sont en accord avec les besoins de la société. Donc là, il y a eu pour 44 milliards qui sont sortis. 44 milliards d'investissements qui sont sortis et qui ne sont pas qui ne sont pas en accord et qui n'ont aucun lien avec la société. L'activité de la société. La société. Ça, c'est très grave. Donc voilà, c'est les questions qui émergent quand on voit des choses comme ça. Qui dirige ça? Qui approuve ça? Qui gère la comptabilité de la SNPT? Qui admet qu'il y ait 121 milliards de trésorerie de liquide sur le compte bancaire, alors que il y a, alors on va voir sur l'image suivante, on va voir donc les dettes, normalement qu'il y a, voilà exactement. Si vous pouvez descendre encore un tout petit peu, là, vous montrez une partie seulement de l'image. Ok, bon, on peut commenter celui-là. Bon, voilà. Donc là, on va voir ce qui est enregistré comme dette de la SNPT. Remontez un peu. Non, remontez, c'est pas grave. Remontez totalement. On va voir donc l'image. Voilà. Voilà. Là, c'est ce qui est enregistré dans les états financiers de la SNPT comme dette, aussi bien en 2021 comme en 2022. Donc, ça, c'est ce qui est enregistré dans la comptabilité. Malheureusement,
ces dettes ne sont pas soldées et on a encore 121 milliards dans la trésorerie. Alors, je vais vous un peu détailler ces dettes-là. Vous avez associé compte courant. Ça, d'habitude, ce sont normalement dans une société privée où il y a plusieurs associés. Quand vous avez des associés qui prêtent de l'argent à la société, on enregistre cet argent dans le compte courant associé. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est dû à un associé en dehors des dividendes et des droits, etc., etc. Donc, la SNPT doit à l'État déjà 1,570 milliard de francs CFA. C'est ce qu'il y a sur le compte courant d'associés. D'accord? Ensuite, vous avez associé dividendes à payer. La SNPT doit 10,215 milliards de francs CFA à l'État togolais. C'est ce qui est enregistré. Mais cet argent n'est pas sorti encore. Et les dettes fiscales, je vous ai dit tout à l'heure que la SNPT a déclaré avoir payé 5 milliards d'impôts et taxes en 2022. Or, regardez ce que lui-même, la SNPT même, enregistre comme dette fiscale dans sa comptabilité. 84 milliards. C'est-à-dire que ces 84 milliards, s'ils avaient été payés à l'État, et reversés à l'État, elles auraient augmenté les recettes fiscales, donc le budget de l'État. Ensuite, vous avez fournisseurs. Ça, c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Les dettes fournisseurs et autres à payer, c'est 5 milliards. Donc, la SNPT doit 5 milliards à ses fournisseurs. Ensuite, vous avez les autres créances, État et collectivités publiques. Ça, c'est l'argent que la SNPT doit aux collectivités locales, c'est-à-dire aux communes dans lesquelles elle exploite le phosphate, où elle va creuser normalement l'argent qu'on doit prendre pour indemniser les locaux, les autochtones, etc., etc. Il y en a pour 102 milliards. Vous voyez? Alors, ça, c'est normalement des transferts qui devaient être faits. Malheureusement, ces transferts n'ont pas été faits. Si on fait la somme, on en a pour 165 milliards. Donc, la SNPT aujourd'hui a une dette comptabilisée dans ses états financiers de 165 milliards. Et dettes qu'elle n'a pas honorées alors qu'elle a 121 milliards de liquide sur sa trésorerie. Ça pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Donc, tout cela indique que la SNPT opère donc avec un fonds de roulement largement excédentaire, parce que dans la trésorerie, normalement, ce que vous devez avoir dans la trésorerie, c'est ce dont vous avez besoin pour fonctionner normalement pendant une année. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent que ce que vous avez sur votre, que votre capital ou bien ce que vous devez normalement payer aux gens. Là, vous avez 121 milliards sur la trésorerie. Ça veut dire que le fonds de roulement a explosé. Le plafond du fonds de roulement a explosé. Donc, qu'est-ce qui justifie cela? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une vraie anomalie au sein de la SNPT concernant la trésorerie. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Les problèmes qui peuvent en découler, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Ferdinand, c'est les risques de détournement parce que l'argent sur la trésorerie, c'est de l'argent qui est liquide, donc facilement accessible, facilement retirable. C'est-à-dire que le comptable qui a une carte bancaire peut retirer à n'importe quel moment cet argent de la trésorerie, du compte bancaire. Vous voyez? Et on peut avoir aussi des problèmes de financement hors budget, on peut avoir des caisses parallèles ou des dépenses non autorisées. Donc, il y a tout un problème, il y a tout un pan de problèmes, toute une liste de problèmes qui peuvent découler de cette trésorerie excessive et ce non-paiement de dividendes à l'État. Merci beaucoup. Merci, mon frère Ditry. Ça, c'est la phase concernant les phosphates. Je ferai des commentaires plus tard. Pour que le live ne soit pas trop long pour nos auditeurs. Je reviendrai sur ces sujets après. On va entamer la deuxième. Et ça, comme je vous le disais tantôt, c'est des données qu'on a eues d'organisations qui sont proches des institutions assez fiables, comme l'ONU, comme l'EMC qui travaille avec le MIT, qui est une organisation assez crédible, qui compile les données sur le plan commercial mondial. Donc, c'est des fichiers que vous pouvez analyser. C'est une base de données que j'ai récupérée et que j'ai fait analyser avec mon ami, notre compatriote Ditry. Et là, on va parler de l'or, le trafic d'or.
on va parler du trafic d'or et vous allez voir ce qui se passe aussi avec l'or, la contrebande de l'or qui passe par le territoire togolais. Vous avez la parole, M. Ditry, pour ce deuxième sujet. Voilà. Pendant que la technique est en train d'interpréter les images. Alors, pour que vous voyez tout ce qui se passe au Togo, l'argent qui passe par le Togo et pourquoi cet argent ne sert pas les Togolais qui empochent tous ces milliards, qui a cette cupidité au Togo d'avoir tout l'argent du monde pour lui seul et il ne fait rien, pratiquement rien pour le pays. Parce que c'est une cupidité mortelle. Le fait d'aller à la recherche d'autant d'argent et de priver les citoyens du minimum vital. Donc, on va parler aussi du trafic d'or tout à l'heure et vous allez voir ce qui se passe en lien avec les pays du Sahel. Monsieur Ditry, vous avez la parole. La technique a présenté, a prêté les slides. Merci. Voilà. Donc, effectivement, c'est déplorable ce qui se passe à la SNPT. Mais on va enchaîner avec l'or. Concernant l'or, écoutez, l'analyse que je vais vous présenter ressort encore des documents donc de l'ITIE de 2022, mais également de l'ONU et de l'OEC, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et on va faire un petit focus sur les Émirats arabes unis. Le pays dont la capitale est Abu Dhabi et dont vous connaissez tous la fameuse ville Dubaï. Voilà, on va faire un petit focus là-dessus. Donc, l'exploitation de l'or. Voilà, vous avez devant vous donc un schéma à peu près qui synthétise l'exportation de l'or au Togo envers le client le plus gros client du Togo. D'accord? C'est Dubaï. C'est Dubaï. Les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis. Et quand on voit le rythme de visite à Dubaï, on se pose des questions sur ce qu'on va vraiment négocier à Dubaï. Bien sûr. Donc, la destination de l'or qui passe par le Togo, c'est Dubaï. Et c'est bien, c'est important pour cela de rappeler d'ores et déjà quelques relations entre les Émirats arabes unis et les pays entre le Togo et Dubaï et quelques pays limitrophes de Dubaï, enfin des Émirats arabes unis. Déjà, on sait qu'il y a eu en 2020 une exposition sur la journée nationale du Togo. Donc, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui s'est joué là-bas, quel était l'enjeu exactement, d'accord? Parce que est-ce que le Togo produit, a un produit qu'il exporte principalement vers les Émirats arabes unis pour avoir cette exposition-là? Moi, je ne pense pas. À part l'or, je ne vois pas quel autre produit peut être vraiment… voilà. Donc, ça interroge. Ensuite, on sait qu'il y a eu plusieurs rencontres entre Faure Gnassingbé, le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed, et que celui-ci a d'ailleurs construit la plus grande centrale solaire de la sous-région à Blita, qu'il a financée à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Donc, on nous dit que c'est une initiative personnelle du prince. Et il est même venu au Togo. Je me rappelle qu'il y a eu donc cette visite-là où il est venu. Je ne sais pas s'il est parti à Blita, mais en tout cas, il est venu. On nous a fait une grosse opération de communication là-dessus. Ensuite, dans nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y a une holding, Exclusive Line International Oil and Gas, qui se trouve dans le pays limitrophe, le Sultanat d'Oman. Voilà, donc, et cette holding a été, nous apprend certains quotidiens togolais, que cette holding a été fondée par l'ex-député Abira Bonfo. Voilà. Donc, la société est spécialisée dans l'ingénierie financière, dans les conseils et tout ça. Et non seulement elle est basée dans le sultanat, alors Madame Bonfo, qui est une ex-députée, va créer une société financière dans le sultanat d'Oman alors qu'elle est résidente du Togo. Et en plus de cela, elle crée des succursales à Milan, à Brazzaville et à Abidjan alors qu'elle est résidente au Togo. Donc ça interroge, voilà, ça interroge. Et l'autre, elle veut créer son entreprise. Elle ne crée pas l'entreprise au Togo. Elle ne va pas à CFE au Togo. Elle va créer l'entreprise à Oman. Sultanat d'Oman. D'accord. Pour faire de l'ingénierie financière.
Voilà. OK, donc c'est des prises de participation dans d'autres entreprises. Les holdings, vraiment, ça gère vraiment que de l'argent, hein. C'est vraiment que du financier et ils n'ont pas d'activité industrielle en tant que telle. Donc, j'imagine que cette société va investir dans beaucoup de sociétés minières, comme le nom de la société l'indique, oil and gas, donc société pétrolière ou société gazière, etc. Aussi bien au Congo, en Côte d'Ivoire qu'en Italie. Donc voilà, suivez mon regard. Qui est-ce qui va régulièrement en Italie et surtout à Milan? Nous le connaissons tous. Donc, pour revenir à qui est-ce qui va régulièrement aussi à Brazzaville? On le connaît aussi tous. On connaît aussi tous. Voilà. Donc, voilà, sur la carte, vous voyez une première image du Togo. Cette image-là, je tenais déjà à l'expliquer. En 2016, la Banque mondiale a financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA un projet de développement et de gouvernance minière au Togo. Et ce projet a permis à la Direction générale des mines de mettre en place un site, c'est-à-dire un site Internet qui recense le cadastre minier de tout le territoire togolais. Que je connais, que nous avons souvent l'habitude de visiter. Après, ils ont bloqué certains accès. Voilà, ils ont bloqué certains accès et maintenant, depuis quelques semaines, ils ont remis les accès. Donc, cette carte-là, c'est une carte officielle que vous pouvez donc retrouver sur le site internet sigm.tg et qui présente donc tous les gisements miniers au Togo ainsi que tous les sites en exploitation au Togo. Et c'est donc de ce site Internet gouvernemental que nous avons pu trouver toutes les villes, toutes les préfectures où sont exploités de l'or. Donc, comme vous pouvez le voir, tout en haut de la carte, il y a marqué or, or, or. Alors, il faut savoir que dans le Tone, dans la préfecture de Tone, il y a de l'or qui est exploité. Dans la préfecture de Saint-Cassé, il y a de l'or. Dans la préfecture d'Assoli, il y a de l'or. Dans la préfecture de Bassar, il y a de l'or. La préfecture de Tchaoudjo, préfecture de Djoufelgou, préfecture de Blita, préfecture de Lesmono, préfecture d'Agné, préfecture d'Akebou, préfecture de Wawa, préfecture d'Amou, préfecture de la Kosa. Dans toutes ces préfectures, il y a de l'or qui est exploité. Voilà. On ne sait pas à quelle quantité. On ne sait pas si c'est industriel, c'est artisanal. Mais sur le site du ministère, sur ce site-là, ils ont mis tous ces endroits comme des endroits où on exploite de l'or. Voilà. De toute façon, l'or n'est pas exploité de façon industrielle. C'est très rare que l'or soit exploité de façon industrielle. C'est toujours de façon artisanale ou semi-industrielle. Et c'est les images que vous voyez beaucoup circuler, où vous avez des hommes et des femmes qui sont dans le lit de la rivière et qui tamisent l'eau, la boue pour pouvoir retrouver. Donc, mais ce qu'on appelle au Ghana les galamsey. Les galamsey. Et donc, ça, c'est une carte du ministère même des mines du Togo. Exactement. Ça, c'est une carte du ministère des mines du Togo. Voilà. Voilà. Et donc, l'Organisation des Nations Unies. S'il vous plaît, dites, rappelle le nom du site pour nos éditeurs, ceux qui le demandent. Alors, le site, j'appelle sigm.tg. sigm.tg. Si quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires. Quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires. sigm.tg. C'est le nom du site. C'est le nom sigm.tg. C'est un site qui a été financé par la Banque mondiale pour que le Togo puisse faire son cadastre minier. Voilà, c'était un site que nous, les journalistes, on avait l'habitude de visiter, d'aller chercher des informations. Après, ils l'ont bloqué. Et puis, je pense que maintenant, ils l'ont encore ouvert. Voilà, exactement. SIGM, voilà. Donc, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel nous a révélé que le Togo est devenu une plaque tournante de l'or de contrebande venue du Burkina Faso et du Ghana en raison des faibles taxes togolaises sur les pierres précieuses. Alors au Togo, il y a une petite taxe de 4,5% qui est une taxe qu'on appelle la taxe de sortie sur tout ce qui est, trafic légal de l'or. De l'or. Mais l'or qui part du Togo n'est pas seulement togolais. C'est ce que cette carte et ce que le rapport de l'ONU nous dit. Mais il profite à des réseaux privés et non à l'État togolais, ni aux États de provenance. C'est-à-dire que l'argent dont on va parler ici ne rentre ni dans la caisse publique togolaise, ni dans la caisse publique du Burkina Faso,
ni dans la caisse publique du Ghana. Ouais. C'est de l'argent qui est issu de la contrebande de l'or. Ouais. Et il faudrait que les gens le comprennent très bien. Voilà. Ouais. Donc, selon les données internationales, entre 2005 et 2023, entre 2005, donc la date vous dit quelque chose, 2005 et 2023, le Togo a exporté au total 151 tonnes d'or. C'est l'image suivante. Oui, la troisième image, s'il vous plaît, technique. Donc, le Togo a exporté, là, voilà, ça c'est l'image, pardon, l'image précédente, vous pouvez revenir dessus rapidement, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la carte que j'ai un peu, essayé de zoomer un peu. Ça c'est le point névralgique où on exploite de l'or. Exactement. On a essayé de le mettre en exergue pour que vous voyez les endroits spécifiques où on exploite de l'or selon la carte même du ministère, comme vous pouvez retrouver sur le site SIGMTG, où vous avez les villages, les villes, les localités où on exploite de l'or au Togo. Et ça, c'est une carte officielle. Et vous avez aussi l'uranium un peu partout sur l'ensemble du territoire, uranium, diamant, or, tout ça. Donc, vous pouvez retrouver cette carte-là et voilà. Et je pense même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces localités qui ne savent même pas qu'il y a de l'or qui sort de leur pays. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces localités qui ne savent pas qu'on exploite de l'or dans ces zones. Voilà, et vous allez voir que en plus de l'or, on a plusieurs autres minéraux, notamment l'uranium, le cuivre, la chromite, le diamant, le fer. Non, on a beaucoup de choses qui sont exploitables ou exploitées au Togo. Donc, si on peut descendre sur l'image suivante. Donc, ça, c'est l'image dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant les trafics avec les Émirats arabes unis. Depuis 2006 jusqu'à 2023, le Togo a exporté plus de 112 tonnes vers les Émirats arabes unis. Rien que pour les Émirats arabes unis. Là, on a isolé que les rapports, les échanges avec les Émirats arabes unis. 112 tonnes pour un montant total de 5,8 milliards de dollars, soit 3 266 milliards de francs CFA. Je répète. Presque la dette du Togo. 3 266 milliards, exactement. Presque la dette du Togo, mais c'est quasiment 3 ans de budget de l'État togolais. 3 ans de budget de l'État togolais, sans les dons et sans les prêts. Ouais. Voilà. Donc, en 20 ans, de 2005 à 2023, 2006 à 2023, le Togo a exporté 112 tonnes d'or vers les Émirats arabes unis. Je précise. Voilà. Ça, c'est que le transport. Voilà. Pour 5,8 millions de dollars. Milliards de dollars. Milliards de dollars. Donc, ça fait 3 266 milliards de francs CFA. Énorme. Énorme. Très énorme. Mais l'image suivante, on va voir ce que toute l'exportation nous a rapporté, en tout cas a rapporté à certaines personnes. Entre 2005 et 2023, là, cette fois-ci, c'est 151 tonnes qui ont été exportées vers l'extérieur. Alors, dedans, on a des pays comme le Liban, on a des pays comme la France y est, on a la Suisse, la Turquie, les États-Unis. Alors, la Turquie, la France, la Suisse, c'est les petits, voilà, c'est pas les plus gros clients, mais les plus gros clients, jusqu'en 2016, le plus gros client, c'était le Liban. Mais j'imagine qu'après la chute de comment il s'appelait l'ancien premier ministre Sisi, c'était en 2016, non, ou 2015. Dès sa chute, on a vu que le flux a complètement changé à partir de 2012. On s'est plutôt plus concentré sur les Émirats arabes unis. Donc, on a eu donc 151 tonnes, voilà, et pour un montant de 4 185 milliards de francs CFA. Là, cette fois-ci, on peut la comparer à la dette publique du Togo. Là, c'est presque l'équivalent de la dette publique du Togo. C'est-à-dire que en 20 ans,
il y a l'équivalent de notre dette qui est sortie, qui a disparu, que des intérêts privés, que des personnes ont touché, d'accord, et que sur lesquels l'État n'a perçu aucune taxe. Donc cet argent est quelque part sur des comptes bancaires de quelques personnes. Ouais. Voilà. Sachant que, normalement, tout le trafic de l'or, normalement, est payé en dollars. C'est-à-dire que quand les Émirats arabes unis payent ces genres de quantités, ces quantités d'or, oui, voilà, elle ne les règle pas en CFA directement. Elle va le régler en dollars. Donc, Ouais. les dollars, là, je ne pense pas qu'elles sont entassées sur un compte bancaire au Togo. Ouais. D'accord? Ça, c'est clair. C'est C'est clair. nécessairement sur des comptes étrangers. C'est clair. Notamment des comptes aussi bien aux Émirats arabes unis que dans les autres pays aux alentours, notamment Tout le à fait. Sultanat d'Oman ou l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, Dubaï, Singapour, Singapour, Milan, voilà. Milan, Milan, tout ça. Ouais. Ils acheminent les fonds partout. Voilà, c'était l'intérêt, c'était pour cette raison que j'ai insisté tout à l'heure sur les relations entre le Togo Ouais. et certaines personnes, Ouais. entre certaines personnes au Togo et les Émirats arabes Ouais. unis. C'est parce que Exactement. l'argent perçu en contrepartie de cette contrebande de l'or, Ouais. c'est en dollars, c'est en devises que cet argent est perçu. Ce n'est pas en CFA. Ouais. D'accord? Donc cet argent Ouais. dort quelque part sur des comptes étrangers. Peut-être Ouais. très peu ont été échangés contre des CFA et sont rapatriés au Togo, mais la Ouais. plupart dorment sur des comptes étrangers. Donc il faut suivre les personnes qui se déplacent régulièrement à l'étranger pour comprendre l'intérêt qu'ils ont à aller là-bas. D'accord. Donc, malgré les 4 185 milliards de francs CFA générés par l'or en 20 ans, on ne remarque pas dans les comptes publics de l'État des traces de recettes proportionnelles à ces montants-là. Et Ouais. c'est précisément ce que le rapport de l'ITIE 2022 nous dévoile. Le rapport nous dit que le Togo a vendu donc pour rien que l'année 2022 1,2 milliard de dollars d'or, soit 720 milliards de francs CFA, et que ce montant, s'il avait été taxé, aurait rapporté 54 millions de dollars à l'État togolais, c'est-à-dire 33 milliards de francs CFA. Rien que pour une année. Rien que pour une année, si l'or là avait été appréhendé, l'État aurait pu toucher 33 milliards de francs CFA. Rien que pour une année. Juste pour la taxe de sortie. C'est-à-dire que là, on ne taxe même pas l'activité, on ne taxe même pas encore les sociétés, l'activité qu'ils font et tout. Non, on taxe juste le fait que l'or traverse la frontière. Ouais. D'accord? Donc, 33 milliards de francs CFA de pertes en un an. Quand on multiplie ça par 20, ça fait énormément d'argent. Ouais. Ça fait énormément d'argent. 33 milliards de francs CFA. Et qui a intérêt à ce que tous ces fonds échappent au trésor? Quelqu'un certainement au Togo. Quelqu'un certainement au Togo, parce que je ne pense pas que... Alors, j'y viens. Alors, les 33 milliards, c'est vrai, ça fait 11 fois le budget du ministère de la Culture qu'on a vu la dernière fois, et c'est quasiment le budget du ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord? Voilà. Maintenant, par rapport à la question que tu viens de poser, quand le l'ITIE a demandé au commissariat des douanes et des impôts directs, donc c'est l'OTR, et la direction générale des mines, quand il leur a demandé, les a interrogés sur cette exportation d'or, ces deux administrations ont tout simplement nié l'existence d'exportation d'or au Togo. Ils ont tout simplement dit qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a des exportations d'or au Togo. Et la DGM, la Direction Générale des Mines, est même partie jusqu'à dire qu'elle ne savait même pas qu'il existait une taxe de 4% dont je vous ai parlé là, la taxe de sortie, qu'il existait une taxe de sortie au Togo qui frappe les pierres précieuses. Donc, quelque part, on a au Togo un système de contrôle qui est complètement défaillant. Ce n'est pas défaillant.
ou alors défaillant, ou complice. C'est pas défaillant. Ou complice. Le directeur des mines à l'époque, de la direction générale des mines, c'est un certain M. Gwengbertan. Et il est passé entre-temps, il est resté pendant longtemps à ce poste-là, et puis après, il est passé directeur de cabinet de ce ministère. Et c'est un ministère souvent qui a été contrôlé directement par Faure Gnassingbé lui-même et accessoirement par Barké et les réseaux des Damipi, tout ça. C'est ces gens-là qui, autour de Faure, contrôlaient vraiment ce ministère depuis 20 ans. Donc, l'OTR sait très bien qu'il y a des quantités d'or qui quittent le Togo, mais l'OTR ne peut pas se mêler de cette histoire-là parce que c'est une histoire assez sensible qui est gérée depuis le haut sommet de l'État. Donc, voilà ce que moi je pense. Effectivement. Donc, dans ce système-là, vous avez Barké, vous avez Damipi, vous avez Faure lui-même au centre, vous avez Gwengbertan, tous ces gens-là. Je ne sais plus si Gwengbertan est encore là-bas. Je pense qu'il est passé directeur de cabinet, s'il n'est pas député maintenant. Voilà des gens qui savent ce qu'ils font comme contrebande au Togo et l'argent que ça rapporte et ce qu'ils empochent sur le dos de la République. Exactement. Ça veut dire que c'est impossible pour ces gens-là, en 20 ans, de dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe au Togo. D'autant plus que nous avons un rapport de l'ONG Suicide, dont on a déjà parlé, qui nous dit que ces torts qu'on a constaté là, dont on a constaté le trafic illégal, ce tort arrive au Togo par voie terrestre, mais qu'il sort du Togo par avion et qu'il va à Dubaï par avion. Oui, c'est-à-dire l'or dont on parle arrive au Togo par voie terrestre, donc du Ghana, du Burkina, peut-être accessoirement du Mali ou du Niger, on ne sait rien. Mais pour ressortir du Togo, l'or repart du Togo par les voies aériennes. Donc, l'or sort par le cordon douanier. Par le cordon douanier. Donc, il y a des contrôles à l'aéroport. Quand l'or quitte le Togo pour Dubaï, l'or part par l'aéroport, donc par Éthiopienne, certainement, parce que c'est Éthiopienne qui fait la liaison Lomé-Addis Dubaï. Et donc l'or part de Lomé. Et donc, il y a des contrôles à l'aéroport, il y a des contrôles de la police, de la douane, tout ça à l'aéroport. Donc, l'or ne peut pas quitter le Togo sans aucun contrôle. Exactement. Donc, très important. Voilà encore une information qu'on vient de donner. Il est important que nos amis, les douaniers, s'ils ont un minimum de conscience professionnelle, qu'ils Non, dites-le, il ne faut pas les interpeller. Eux, ils ne feront rien. Eux, ce sont des exécutants. Si quelqu'un passe à la frontière aérienne avec une mallette d'or, le douanier ne dira rien parce que cette personne-là, on va lui donner un sauf-conduit. Donc, il va passer directement. Le douanier ne va même pas fouiller sa valise, il ne dira rien. Parce que l'ordre est venu d'en haut de laisser passer la personne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ces douaniers-là qui sont à l'aéroport, ces policiers, eux, n'en sont absolument pour rien. À la limite, si tu ne fais pas attention, tu veux fouiller une valise, on va t'arrêter. Donc, eux, ils connaissent. Et puis, à l'aéroport, ils savent par où ces valises passent, certainement VIP. Donc, on sait que dans cette valise, il n'y a pas de contrôle, la valise monte directement dans l'avion. Et on peut même aller plus loin. On peut même aller plus loin en citant toutes les personnes ou toutes les personnalités qui passent par l'aéroport sans contrôle ou avec un laissez-passer. Et souvent, c'est des personnalités. Tu sais qu'il n'y a pas que seulement de l'or qui passe par le Togo. Il y a le diamant, je disais la dernière fois, qui vient de la Sierra Leone par des vols d'une compagnie que je ne vais pas citer ici régulièrement. Et de Lomé, ce diamant repart ailleurs. Peut-être que les États-Unis ont toutes ces informations. C'est pour ça qu'ils classent le Togo sur la liste des États voyous. Parce que bien sûr. De Zender, il y a des petits avions qui viennent régulièrement à Lomé venant de Zender. Zender, c'est le Niger. Et il y a des avions qui atterrissent à Niamtougou régulièrement. Qu'est-ce que ces avions, ces aéronefs transportent qui viennent régulièrement dans notre pays? Donc, tout ça, c'est certainement que c'est documenté. Il n'y a pas d'avion qui vole si on ne sait pas. Tous les avions qui volent, au moins, on sait que de tel endroit à tel endroit, il y a un avion qui a fait la navette. Parce que même nous, les journalistes, on peut traquer les avions facilement. Donc, l'aéroport de Lomé reçoit des avions qui viennent régulièrement de Zender. L'aéroport de Niamtougou reçoit des avions. Donc, le Togo est devenu une plateforme de contrebande de la région. Donc, peut-être que les Américains ont ces informations. C'est pour ça que, ils classent le Togo sur la liste des États voyous. Ça ne m'étonnerait pas. De toute façon, vous savez, alors, sur cette liste-là qui était sortie et dont tu as parlé récemment, on trouve notamment la Birmanie, le Venezuela. On sait que ces pays-là… La Libye. On sait que ces pays-là… Le Yémen. C'est des plaques tournantes
de trafic d'or, de trafic d'or, mais également de substances, comment dire, de drogue. Et Ouais. je précise que le Togo a même déjà été appelé dans un rapport d'Interpol où on a nommément, en tout cas, on a directement nommé certains dirigeants comme responsables qui couvrent certains trafics illégaux, de trafic de stupéfiants au Togo. Il y a même certains Ouais. dirigeants qui ont des champs de pavoine ou des champs Ouais. de hashish ou de champs de choses comme ça au Togo. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient toutes ces informations-là. Aujourd'hui, nous montrons, en tout cas à nos compatriotes, que le Togo, aujourd'hui, est une plaque tournante de toutes sortes de trafics illégaux. Alors, on connaissait déjà les trafics de drogue. Aujourd'hui, vous savez que le Togo aussi, une plaque tournante du trafic illégal d'or. Voilà. Maintenant, on va ajouter maintenant l'uranium. Et on va maintenant ajouter l'uranium qui vient du Niger. Parce que ça, c'est de la contrebande. Quand vous avez des sociétés, vous avez une société et un État qui sont en litige et que le litige n'est pas encore réglé et que l'État fait forcing pour vendre cette marchandise-là, c'est une marchandise de contrebande. Et quand vous acceptez que cette marchandise transite par votre territoire, c'est que vous êtes complice de la contrebande. Donc, je pense que ce qui intéresse nos dirigeants, c'est de capter l'argent de partout. C'est de capter l'argent, je ne sais pas ce que ça leur rapporte comme commission, mais de capter de l'argent de partout pour asseoir le plus longtemps possible leur régime, parce qu'il faut nourrir les réseaux, il faut entretenir les diplomates, il faut entretenir tous ceux qui soutiennent ce régime-là, les gens, les sommets bidons qu'ils font à Lomé, comme le prochain sommet de panafricanisme, ils vont mouiller beaucoup de participants qui vont arriver. Il y a les avocats qui ont une conférence à Lomé à partir du 3 sont attendus plus de 800 avocats. Et je ne suis pas sûr que c'est seulement les cotisations de ces avocats qui vont les amener à Lomé. Ils vont certainement donner des moyens à ces gens-là, ils vont les héberger. Tout ça, c'est l'argent qu'ils utilisent par certains réseaux pour payer tout ça. Après, toutes les médiations que Ford dit qu'il fait un peu partout dans le monde, les billets d'avion, les jets privés qu'il loue, les hôtels là où il reste, les délégations, c'est des choses qui sont payées. Donc, vous voyez que ce pouvoir a besoin d'argent de partout et toute activité, même frauduleuse, qui peut leur apporter de l'argent, ils sont prêts à mettre de l'argent. Quand on a fait une enquête sur les pavillons pour les navires fantômes, le Togo est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest à vendre le pavillon togolais à des armateurs peu crédibles. Au moins, ils vendent au moins un pavillon à $1 million ou 2 millions de dollars. Parfois, ça dépend de ceux qui cherchent le pavillon. Vous savez que tous ceux qui mènent des activités illégales et illicites en haute mer, qui transportent des armes, de la drogue, du carburant frélaté ou du carburant de contrebande, ces gens ont besoin d'avoir des pavillons et beaucoup de pays hésitent à leur donner ces pavillons. Donc, le Togo, lui, vendait les pavillons à ces pays-là et qui circulent dans le monde. Vous allez voir, on va raisonner un navire au large de la Grèce qui bat pavillon togolais. On va vous dire que ce navire transporte des armes. On va arrêter un navire battant pavillon togolais au large du Brésil. On va vous dire qu'il transporte de la drogue. Et donc, tous ces pavillons sont vendus. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, les secteurs comme quand le Togo criait, nous faisons de la sécurité maritime, on fait les sommets. Tout ça, c'est pour faire du trafic qu'il faisait tout ce bruit-là. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Alors, on va conclure. Alors, c'est non seulement du trafic, mais aussi un circuit, un schéma de blanchiment d'argent, blanchiment d'argent international. Donc, voilà, pour conclure, donc, on vient de vous montrer aujourd'hui les circuits de trafic illégal d'or, mais également de trafic de phosphate non déclaré. Donc, j'espère aujourd'hui que vous allez pouvoir prendre conscience de tout cela, ceux qui nous écoutent, et essayer d'interpeller votre conscience et sortir massivement le 8 prochain. Moi, je veux toujours rappeler ça. Je veux aussi dire aux nôtres que tout ce que nous vous exposons ici, ce ne sont pas, comment dire, des choses fortuites. C'est pas comme si c'est quelque chose qui est arrivé au hasard. Ce sont des choses calculées, bien réfléchies, bien pensées par les personnes qui sont en place, qui sont au pouvoir et qui maîtrisent ces circuits illégaux-là. Ils savent très bien ce qu'ils font.
s'ils s'enrichissent, ils savent très bien qu'ils le font sur le dos de la misère des Togolais. Donc aujourd'hui, il est important, maintenant que nous savons tout cela, que nous nous levons pour dire un stop à tout ce qui se passe. Il n'est pas normal que dans un pays où on peine à avoir des écoles dignes de ce nom, des routes dignes de ce nom, des marchés dignes de ce nom, on ait presque 4 fois le budget de l'État qui est exporté en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Ces gens-là n'ont pas besoin d'argent. Sincèrement, vous croyez que les Émirats Arabes Unis ont besoin nécessairement de l'or du Togo pour vivre? Ils sont déjà très très riches. Alors nous, ce que nous pouvons faire, c'est nous lever et exiger que toute cette richesse-là qui fuit le pays soit restituée au pays, tout d'abord, et deuxièmement, que cette richesse reste désormais au pays et profite au pays. Ce n'est pas trop dire que de dire que le phosphate doit bénéficier aux Togolais d'abord. Ce n'est pas trop dire que d'affirmer que l'or doit profiter, l'or togolais doit profiter aux Togolais d'abord. Alors, est-ce qu'il y a besoin de le répéter? Je ne pense pas. Aujourd'hui, ce que les gens disent, c'est qu'ils ont besoin de preuves. Vous avez aujourd'hui avec le journaliste émérite qu'est notre grand frère Ferdinand Haïté, suffisamment d'informations pour vous faire votre propre opinion sur ce qui se passe réellement au Togo. On ne peut plus, on n'a plus à vous le démontrer. Mais nous sommes disponibles, nous sommes disposés à mettre ces informations à la disposition de ceux qui veulent les lire. Par exemple, les données qu'on a extraites de l'OEC, qu'on a analysées, les données de Comtrade, tout ça. Vous pouvez d'ailleurs même retrouver les analyses sur la page de ACGFIP. ACGFIP, tout ça, voilà, qui font des analyses assez pertinentes de la situation économique de notre pays. Donc, ces rapports, nous pouvons les partager avec ceux qui veulent vraiment en prendre connaissance et les lire. Vous pouvez lire les analyses sur la page de ACGFIP, tout ça. Et tout ça participe à alimenter le débat, à ouvrir les yeux aux Togolais, à leur donner les outils pour demander des comptes aux dirigeants. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont des députés, qui sont des députés, mais qui ne savent pas lire un budget, qui ne peuvent pas contrôler l'action gouvernementale. Les ministres qui sont au gouvernement, qui ne peuvent pas interpréter le budget de leur département. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est... voilà. Voilà. Donc, on m'informe que l'OTR a été formé par des grands cabinets dans le cadre du financement du PGDM, par la Banque mondiale, pour contrôler ce système d'évasion fiscale. Mais rien n'est fait. Mais l'OTR n'est pas allé au bout parce que l'OTR se sentait impuissant. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce qu'il faut avoir déjà... on dit, par exemple, à la CNPT, il y a des navires qui partent entre 1h et 3h du matin sans la présence d'un agent du fisc. Donc, il y a des navires qui partent comme ça sans qu'il y ait aucun contrôle. Donc, on ne sait pas la quantité que ces navires transportent. Donc, à la CNPT, il y a des navires qui partent entre 1h et 3h du matin, contenant du phosphate, sans la présence d'un agent du fisc. Vous voyez? Donc, c'est le cabinet anglais Adam Smith qui a formé les cadres de l'OTR pour le contrôle de l'évasion fiscale. Voilà. Et tout le reste, c'est un sabotage organisé pour dilapider les ressources minières. Donc, l'OTR a les compétences pour contrôler tout ça, mais on ne les laisse pas travailler. Je ne sais pas si vous voulez conclure, cher ami. Chers compatriotes. Voilà, moi, ma conclusion, c'était surtout pour l'éveil des consciences des nôtres et surtout de sortir le 8 décembre prochain, en tout cas, dès maintenant, de sortir et d'exiger vraiment le départ de ces personnes qui sont sans foi ni loi et qui nous dirigent. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous qui avons une petite compréhension de la chose économique ou bien de la chose des finances publiques, nous pouvons vous dire que le Togo est mal géré. Le Togo aujourd'hui est très mal géré. Et il y a beaucoup de vols, beaucoup de déperditions, beaucoup de détournements de fonds. Donc, vous n'avez plus besoin de preuves supplémentaires
pour vous pour vous forger votre propre opinion et descendre dans la rue. Aujourd'hui, il faut descendre. Le seul moyen aujourd'hui pour empêcher que le Togo sombre et qu'on ne vous sorte pas manu militari de vos maisons, qu'on vous mette dans la rue, le seul moyen, c'est de descendre ensemble dans la rue. Ensemble et nombreux, massivement dans la rue. Voilà ce que je voudrais rajouter. J'espère que les chiffres ne vous ont pas trop mais en tout cas, toutes les informations seront disponibles sur la page ACGFIP, encore en plus détaillé et avec beaucoup plus d'explications. Merci beaucoup, grand frère Ferdinand. Merci infiniment, mon cher Ditri. Et si vous voulez, s'il y a des gens, des organisations de la société civile, des responsables politiques qui veulent avoir ces informations, ils peuvent s'approcher de vous, s'approcher de notre Exactement. Comme certains l'ont déjà fait. Il n'y a pas de libre à eux d'aller faire leur propre opinion, leurs propres analyses pour demander des comptes au gouvernement. Tout ce travail-là, nous le faisons pour donner des outils aux Togolais, pour demander des comptes à ceux qui gèrent le pays. C'est pour ça qu'on le fait. Et donc, ces informations, nous pouvons les partager. Dimanche prochain, nous parlerons des contrats de cession de certains de la manutention du port autonome de Lomé à Bolloré, ce contrat qui est au cœur d'une procédure judiciaire en France. On a des documents à vous présenter, à analyser ensemble. Comment est-ce que le Togo a donné des faveurs à Bolloré sur le plan fiscal et tout, comment est-ce que les avenants ont été signés. Ces documents-là, on les partagera avec vous pour que vous voyez, quand je vous dis que ceux qui gèrent le Togo sont des antipatriotes, vous ne pouvez pas imaginer vous ne pouvez pas imaginer la gravité de ce qu'ils font au détriment de notre propre pays. Ces choses-là, ces éléments-là, on va les partager avec vous. Merci beaucoup, Abdoulaye, Aïcha. Elle me dit que le Togo est énormément cité aux États-Unis dans le vol des voitures de luxe. Et ces voitures sont revendues par les Libanais à Lomé. Voilà. Donc, il y a des rapports aux États-Unis qui indiquent qu'il y a énormément de vols de voitures par des Togolais aux États-Unis et ces voitures sont renvoyées à Lomé et ces voitures sont revendues par les Libanais. Effectivement, Interpol a fait rage dans la région ces derniers temps. Tous ces éléments, ces éléments de, je ne sais pas comment dire, ces indicateurs. C'est des faisceaux d'indices, oui, c'est des faisceaux d'indices qui renforcent aujourd'hui, participent aujourd'hui à mettre le Togo sur la liste rouge des États-Unis. Les États-Unis et tout ça. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Merci beaucoup, notre sœur Aïcha, de m'avoir envoyé ce message. Merci infiniment à notre frère Ditri pour la qualité, la pertinence et la perspicacité des analyses et des documents que nous avons obtenus. Tout le plaisir pour moi. Merci à tous ceux qui sont restés mobilisés jusqu'à cette heure-ci. On était si nombreux dans ce live-là. Et je vous dis merci. Merci infiniment pour la disponibilité. Merci pour le sérieux que vous y mettez. Généralement, quand on parle des chiffres, il y a beaucoup de gens qui partent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont restés. C'est important qu'on ait des outils, on ait des données pour confronter le régime. Et donc, après demain, force sera devant le Congrès. J'ose croire que devant le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, les députés de l'opposition, ils ne sont pas si nombreux, ils auront le courage de poser des questions à Faure Gnassingbé sur la destination que prend l'argent de nos ressources, notamment les phosphates, le clinker, l'or, le marbre, le port autonome de Lomé. J'espère que les députés même du UNIR auront le courage d'interpeller leurs champions en disant où passe l'argent du pays, pourquoi nous sommes si pauvres, pourquoi il y a la misère dans le pays, pourquoi on ne peut pas augmenter les salaires, pourquoi on ne peut pas augmenter les conditions de vie des militaires, pourquoi on ne peut pas augmenter les conditions de vie des enseignants, où va l'argent du pays, et que Faure Gnassingbé, en toute responsabilité, puisse nous dire, en tant que Togolais, ce qu'il fait de l'argent que génèrent les ressources, les minerais, et tout ce que Dieu a mis gracieusement à la disposition des Togolais pour que les Togolais soient des gens heureux sur cette terre-là. J'espère que ces députés-là, s'ils en sont vraiment des députés, ils feront leur travail devant le monde entier. Donc, je vous dis merci. Merci infiniment pour votre
disponibilité. Il y a d'autres lives que vous pourrez aller suivre à partir de maintenant. Il y a les manifestations du 8 décembre. Tous les Togolais sont appelés à sortir pour dire leur désapprobation de cette gouvernance-là qui est dans notre pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Une gouvernance sans comptabilité, une gouvernance sans reddition des comptes. Il faut que les Togolais se mobilisent pour le 8 décembre. Dans la semaine, on multipliera des lives, secteur par secteur, pour donner un coup de pouce à la mobilisation. Il y a des conférences qui se tiennent à partir de la semaine prochaine à Lomé. Il y a le CIB, les avocats qui tiennent une conférence à Lomé, malgré que les gens sont en prison en train de mourir, les gens sont en prison en train de faire la grève de la faim, les gens sont là à réclamer justice pour des cas de VIOL. Et la justice ne bouge pas, mais les avocats, qui sont des avocats du veuve et de l'orphelin, vont venir à Lomé comme si de rien n'était. On a des gens qui croupissent en prison, en détention préventive depuis 8 ans, depuis 5 ans, depuis 7 ans, et des gens vont à Lomé. Après, il y a les panafricains, les panafricains à 2 balles qui seront aussi là-bas pour aller chercher leur part. Il y a eu un grand sommet du panafricanisme la semaine dernière à Accra, un très grand sommet du panafricanisme. On n'a pas vu ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux. Tout porte à croire que les panafricains, qui sont sur les réseaux sociaux, c'est juste pour la Russie et contre la France. Mais le sommet du panafricanisme qu'il y a eu au Ghana, il y a eu de grandes célébrités qui sont allées au sommet là. Tous ceux qui font du bruit là, on ne les a pas vus là-bas. Peut-être certainement qu'au Ghana, on ne partageait pas l'argent. Mais comme au Togo, on va agresser les pattes des gens. Tout le monde va à Lomé. Donc, c'est ça, le panafricanisme des temps modernes. Donc, c'est du business, vous voyez. Donc, ce sommet-là aussi se tient le 8 décembre. On verra bien ce qu'il en sera. Les Togolais seuls ont la décision. Si vous décidez de sortir le 8, c'est à votre profit. Si vous ne voulez pas sortir, bon, la diaspora fait énormément. Non seulement elle envoie de l'argent, le gouvernement a reconnu que l'argent que la diaspora envoie, c'était la semaine dernière, dépasse même l'aide publique au développement. Mais en plus, elle se bat pour les Togolais qui sont à l'intérieur. Quand on casse les abris des gens, on dégage les gens dans les quartiers. Mais c'est la diaspora qui en parle. Mais c'est à cette diaspora-là que les gens disent « Ah, les gens de la diaspora ne souffrent pas. Hein. » Ceux qui sont dans la diaspora, ils ont le minimum vital. Ils se battent pour les Togolais, leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans, leurs cousins qui sont au pays. Donc, il ne faut pas rester là pour dire sur les panels « Ah, oui, les médias, non, c'est vous qui êtes victime là-bas. Quand on casse les boutiques, on casse les magasins, on casse les trucs, on dégage les gens. C'est les gens qui sont au pays qui sont victimes. Ce n'est pas les gens de la diaspora qui sont victimes. Donc, cette lutte-là, la diaspora la porte pour les gens qui sont au pays. C'est ça le plus important, le message le plus important que vous devez savoir. Donc, si vous décidez de sortir le 8 décembre, c'est à votre profit. Mais si vous voulez rester à la maison, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Merci pour ceux qui se sont mobilisés pour ce live. Merci infiniment. Le site du ministère des Mines où vous trouvez les informations, c'est SIGMTG 3W. Donc, vous pouvez trouver les informations là-bas. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite un bon début de mois de décembre. Que la providence, le bon Dieu nous accompagne, nous donne la force, l'intelligence, la lucidité et le courage de continuer ce que nous sommes en train de faire et qui nous accompagne tous vers la fin de l'année sans problème, sans décès, sans accident, sans crise, sans difficulté. On sait que ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais que Dieu nous préserve de ces malheurs-là jusqu'au bout de l'année et qui nous donne la force de continuer ce que nous sommes en train de faire. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et qui a la paix chez vous. Et bonne semaine à vous tous. Merci. J'irai pas, mon général. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Un jour me levant, je me pose la question, en quoi pourrais-je servir ma nation? Avec fierté, je me suis engagé, et dans les rangs des aberrations me résonnent. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes
Or notre mission c'est protéger la nation. Alors ne faites pas de moi le bourreau que je ne suis pas. Alors j'irai pas mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Moi j'ai retrouvé, en entrant dans l'armée, de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon compatriote sur qui je pointe mon arme pourra être demain mon sauveur inattendu. Ne vous méprenez pas, mon général. Ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Je suis bon militaire et j'aime pas semer le chaos. J'ai la plénitude de toute ma conscience. Alors j'irai pas mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Bye bye, 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 bye. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Merci. Merci à la technique. Je suis bien fatigué avec ma grippe. Je vais aller prendre un peu de Doliprane et quelques tisanes. Je suis vraiment, ça chauffe dans ma tête. Je vous dis merci. Merci à vous tous et bonne semaine. Merci à la technique et merci à tous ceux qui se sont battus derrière les écrans. C'est toute une équipe qui travaille. Je vous dis merci pour la veille, la mobilisation, le travail. Merci à vous tous.